Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Sylvain Michaud. Sylvain que j'ai découvert via les médias sociaux, qui faisait des vidéos que je trouvais très parlantes. Puis bon, moi, ça m'a, tout de suite, j'ai senti en tout cas une belle connexion avec cet être-là, je veux dire. Puis j'ai décidé tout simplement de le contacter pour l'inviter à ma série, Les 12 Fantastiques. Donc, Sylvain Michaud, bonjour. Salut Stacy, quel honneur de faire partie d'une liste de 12 fantastiques. Ouais. C'est bien. Bon, ben écoute, première des choses, j'aimerais ça savoir bon, d'où tu viens, dans quel type d'environnement familial un peu tu as grandi. Je suis né à Montréal, mais je n'ai pas vécu là longtemps. On est arrivé à Laval, ma famille, j'avais à peu près 3 ans, je pense, fait que j'ai grandi à Laval jusqu'à temps que je parte pour m'acheter ma maison. Après ma maison à 23 ans, je pense, fait que j'ai grandi à Laval. Mon enfance, je l'ai fait à Fabreville. Belle enfance, très belle enfance, beaucoup d'amis, puis une belle jeunesse que j'aimerais beaucoup retrouver. Ouais. Ouais. OK. Puis quand tu étais petit, tu étais quel genre d'enfant tu étais? Euh, j'étais, je pense, un enfant assez dans la moyenne, enjoué. Peut-être sur le bord un petit peu hyperactif, mais pas hyperactif. Là, j'avais pas besoin de médication là, ou rien de tout ça, mais j'avais beaucoup d'énergie. J'étais heureux, j'étais gai. Écoute, j'avais des super amis. J'ai été élevé dans une famille de super de bons parents. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents équilibrés, là, qui nous ont donné beaucoup de. Ils se sont dévoués beaucoup pour nous. Euh, famille de classe moyenne. Famille de classe moyenne, mais c'est quand même assez confortable. Puis, jamais dans le besoin, jamais dans la pauvreté. Donc, écoute, une vie de jeunesse idéale un peu. Là, c'est sûr qu'il y a toujours mieux, mais non, chez moi, wow, wow, ma jeunesse. Je regarde les jeunes aujourd'hui, là, je ne changerais pas avec eux autres. Mhm. J'avais beaucoup d'amis. J'étais au niveau de mes traits, j'étais un enfant un peu sensible, un peu plus sensible peut-être que la moyenne. OK. Je me rappelle d'une réunion de parents. Je devais être en 6e année parce que je pense que c'était un de mes professeurs qui s'appelait Michel. En 6e année, je pense que c'est lui qui avait dit ça à ma mère. Tu sais, les réunions de parents là, à tous les bulletins, tout ça. Il avait dit à mes parents, il avait dit, Sylvain, c'est un enfant qui n'aime pas du tout l'injustice. Alors, tu vois-tu, c'est des choses qui ont. J'en étais pas conscient. On n'est pas conscient quand on est jeune comment on est. Tu sais. Mhm. Je savais que j'étais sensible un peu parce que les parents me le disaient. Tu sais, j'avais le cœur tendre, tu sais, je voyais du sang, ça me traumatisait. Je voyais des films tristes, ça me faisait pleurer. Puis j'avais beaucoup. Les animaux, j'aimais beaucoup les animaux. J'avais un chat et un chien. Et j'étais. Mon chien, c'était tout là, pour moi. Là. Fait que j'avais le cœur sur la main dès que dès mon tout jeune enfance, sans savoir que les autres n'étaient pas comme ça. Mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte. Puis c'est ça, il y a le chapitre là, de l'injustice qui m'a. Des choses, des fois, tu sais, que tu t'entends quand tu es jeune, ça reste là en suspens, c'est quelques années plus tard que ça fait du sens. Et là, tu comprends, ah oui, c'est-tu drôle? Aujourd'hui, je suis dans une mission de justice. Puis, OK. ça a sorti en 6e année quand j'avais 10 ans. Tu sais. Mon professeur me dit, Sylvain, tu n'avais pas les injustices. Ouais. Tu peux pas donner quelque chose à quelqu'un injustement si tu n'y en donnes pas à lui ou vice-versa. Tu sais. Il ne prendra pas quelque chose qui ne lui revient pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais OK. Oui, oui, oui. Puis je me demandais si, à l'adolescence, si ça, justement, ce sentiment-là d'injustice, si ça s'est manifesté d'une certaine façon. Je sais pas, des fois, à l'adolescence, là, on est un petit peu en combat là, je contre te dirais, nous-mêmes. je te dirais moins, je pense. J'ai moins de souvenirs que l'injustice a été un combat pour moi à l'adolescence. J'en avais probablement d'autres, par exemple, d'autres combats. Mais encore là, une belle adolescence encore, beaucoup d'amis encore.
Euh, non, une super belle adolescence aussi. J'ai pas de. J'ai pas de souvenir nécessairement. Moi, l'histoire de l'injustice, je pense que ça m'a rattrapé plus tard dans la vie, je pense. OK. Je pense que j'en ai pris conscience plus tard. OK. Puis après ça, ben, toi, côté carrière, tu t'es dirigé vers quoi exactement à ce moment-là? Ben, moi, Rangement à l'école aussi? ouais, c'est à l'école, moi, je suis allé. Imagine-toi donc que quand j'étais jeune, je vais rester où j'étais, sixième année. Quand j'étais Mhm. jeune, cinquième, sixième année, je faisais beaucoup de pièces de théâtre. On appelait ça des sketchs, des petits sketchs quand il y avait des fêtes à Pâques, à l'Halloween, à Noël, tout le temps. Puis j'étais avec une gang de chums, on faisait souvent des sketchs, des mini-pièces de théâtre. C'était rien de vraiment compliqué. Là. On répétait dans un sous-sol, puis c'était tout le temps les cowboys. On tripait sur Sergio Leone, les fameux films de Sergio Leone. C'était tout le temps des pow-pow. C'était vraiment monter des petits culs. Fait que j'avais un genre d'appel à ce niveau-là, mais comme j'étais un peu inconfortable devant la foule, je me suis dit, je vois pas, autant j'aimais ça, je me dis, autant je vois pas comment je pourrais faire un métier comme ça, artistique, là, acteur, mettons, là, devant le monde avec le traumatisme que ça me donnait. Ce traumatisme-là est venu plus tard. Il est venu à la dernière pièce de théâtre que j'ai faite. Il faut que je te compte ça. Mhm. Dernière pièce de théâtre que je fais, je pense que j'ai peut-être déjà compté dans une de mes vidéos, je ne suis pas certain. Euh, c'était bien basique, comme je te disais. Là, on était peut-être deux ou trois d'un bar, puis deux ou trois de l'autre. Puis on mettait des tables pour se cacher, puis on avait des Hey, il est où? Puis, en tout cas, c'était des petits dialogues bien simples. Puis il y avait la classe de sixième année, on était trois groupes de 30. Fait que dehors, 90-95 spectateurs, des jeunes et des profs qui nous regardaient. Et je me rappelle, à un moment donné, je devais prendre les lunettes pour regarder de l'autre côté, voir où était l'ennemi. Et spontané comme j'étais, puis sans penser à ce qui allait arriver, je me suis retourné, puis je ne sais même pas si j'avais des vraies lunettes, longue vue, pour être honnête. Probablement, je me suis retourné vers la foule, et en regardant la foule, spontanément, je cherchais l'ennemi avec mon partenaire à côté, je dis, écoute, je ne trouve pas, puis là, je regardais, je dis, écoute, il y a bien des belles filles ici, mais c'est pas ça que je cherche. Alors, excuse-moi, je relève ma chaise qui descend. Donc, et là, je dis, ça a suscité plus de réaction de la foule que toutes les pièces de théâtre que j'avais pu faire dans les 2 années précédentes. J'en avais peut-être fait, je ne sais pas, 5, 6. OK. Là, j'ai vraiment eu une réaction, tu comprends bien, que les jeunes filles, 10 ans, ça s'est tout mis, puis les profs sont partis avec un petit bonhomme. Parce que moi, j'ai toujours l'air plus jeune que mon âge. D'ailleurs, j'étais tout le temps, moi, je suis né à la fin septembre, le 27. Donc, 4 jours plus tard, puis j'étais l'année suivante. Tu comprends-tu? Fait que j'ai OK, toujours oui. été le dernier, le plus jeune de la classe. J'étais Ouais. pas grand, j'étais jeune, j'avais un baby face, puis le petit cul qui a. Fait que, mais ce que ça avait créé, ça, c'est que ça avait monté ma popularité. Ouais, ouais. Skyrocket ma popularité auprès des jeunes de la classe. Puis moi, innocent un peu de ce qui venait de se passer. Pas longtemps après, il y avait. En fait, on était justement dans la même période où est-ce qu'on se trouvait président de classe. Les nominations n'avaient pas été faites encore, là, mais c'était comme là, ceux qui veulent se présenter. Et suite à ça, tout le monde voulait que je me présente comme président de classe. Ils voulaient m'avoir. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. En fait, je me rappelle même pas si je l'ai été, mais je pense, non, je l'ai. Mais je pense que chaque personne qui devait être président de classe devait faire un petit speech, je pense. Et là, j'avais plus mes chums à côté de moi. J'étais plus dans mon élément de répétition de cowboy. Ouais. J'avais 100 étudiants devant moi. Écoute, je me rappelle, j'avais comme figé bien raide, puis je me suis dit à partir de là, plus jamais je m'en vais devant une foule. Et ça avait vraiment tout brisé mes espoirs de peut-être, là, peut-être des espoirs cachés d'avoir une carrière artistique. Ça fait que je te dis ça parce que tantôt, on va parler probablement que j'ai fait un détour dans mes artistique. Fait que ça, là, j'ai refoulé ça. À partir de la sixième année, j'ai refoulé ça. Et là, j'ai suivi les traces un petit peu plus traditionnelles de mon père qui était dans la vente, qui était dans les produits financiers, compagnie d'assurance.
Mon père était un très, très bon vendeur d'assurance. Il était toujours tout le temps parmi les premiers de la compagnie. Et je pense que j'avais ça, moi aussi, j'avais l'entre-gens. Et pour lui donner en assurance, en fait, moi, j'étudiais en marketing. Je devrais dire ça parce que je ne savais pas trop. Je me suis promené beaucoup. Là. Je pense que j'ai fait 5 ans de cégep. Donc, une année en génie civil, j'ai tout coulé mes cours. Je n'étais pas là du tout. J'aurais été même mieux de ne pas y aller. Après ça, je suis allé en administration et j'ai gradué en marketing parce que je voulais m'en aller probablement dans la vente, sans savoir si j'allais faire une carrière là-dedans. Mais je me disais, moi, je me suis toujours dit, ça, on parle des fois des choses qui remontent loin. Moi, je me suis toujours dit, je n'étais pas très bon en français, écrit là, surtout. Là. Puis je me suis toujours dit, de toute façon, moi, je vais gagner ma vie en parlant. Je ne vais pas gagner ma vie en écrivant. Puis la vente, ben, c'est beaucoup de ça. Il faut t'écrire un peu, tu remplis des contrats, ces choses-là, mais c'est que je me suis toujours dit ça. Moi, comme je le savais, je dis, moi, je vais gagner ma vie en parlant. Ou je ne sais pas, dans quoi, je ne sais pas. Fait que je suis allé en administration, diplôme en marketing. Puis je me disais, bon, je vais aller vendre des autos. C'est quand tu es jeune, tu te rends d'avoir ta première auto neuve. Là. Je ne savais pas trop vers quoi je m'en allais. Je me suis dit, je vais aller vendre des voitures pour avoir une auto neuve fournie par le garage. Tu sais. Ouais. Je voulais avoir ma prélude. Tu sais, c'était les années des préludes. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais commencer par vendre des Honda parce que je veux une prélude. Mon chum en avait, j'étais jaloux de sa prélude. Puis finalement, non, je suis jamais, j'ai gradué en magasin, mais je suis jamais allé vendre, des voitures parce que ce qui est arrivé, c'est que dans mon stage de fin d'année, c'était pas vraiment un stage, c'était un projet de fin d'année. Mon professeur m'avait envoyé faire une étude de marché pour une compagnie en immobilier. Et puis, j'étais jeune quand même, là. J'avais 21 ans environ quand j'ai gradué. Puis, finalement, j'ai tellement aimé les gens avec qui j'étais que dès que je finis l'école, je suis allé prendre mon cours en immobilier. Puis, je suis allé travailler pour cette boîte-là en immobilier. J'étais de loin le plus jeune. J'avais comme 10 ans plus jeune que les plus jeunes. Et tout le monde me disait que je ne réussirais pas. Et j'ai réussi assez bien. C'est que c'est ça mon parcours un petit peu. Là. Pendant 20 ans. J'étais là j'ai fait ça pendant 20 ans. OK. Après ça, il y a eu d'autres chapitres là après. Il y a eu d'autres chapitres, justement. Ça m'amène vers d'autres chapitres. Parce que, comme tu sais, bon, le sujet de l'entrevue, c'est l'éveil, hein, l'éveil spirituel ou l'éveil de conscience. Est-ce qu'il y a un événement, des éléments quelconques qui t'ont amené, justement, à faire cette prise de conscience? Si tu me demandais c'est quand mon éveil, là, j'aurais de la misère à te dire c'est où exactement que ça se situe. Parce que j'ai eu une enfance, j'avais pas nécessairement l'impression que je ne fitais pas in. Tu sais, comme souvent, là, les Starseed ou les travailleurs de lumière, tout ça, je me sens plus comme ça, je me suis senti plus comme ça dernièrement. Là. Mais je n'avais pas beaucoup de sentiments-là. J'avais par contre une bonne perception de ce que les autres pensaient de moi. Ça m'achalait, ça. Je savais quand quelqu'un m'aimait, quand quelqu'un ne m'aimait pas. Mais j'arrivais à fitter in quand même pas mal. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été différent un peu. Malgré que je me suis bien adapté, j'ai toujours l'impression que j'étais différent un peu. Ah, j'ai eu un petit chapitre aussi, peut-être que je peux te le compter tantôt. Oh, oui. Ça va me faire un détour. Tu me ramèneras sur ma plaque à faire. OK, oui. Quand j'avais à peu près 10 ans, quelque chose comme ça, j'ai fait un semblant d'expérience de mort imminente. OK. Mais je ne suis pas mort, je suis pas. C'est juste que on était, mes deux meilleurs amis, mon frère et moi, on était chez moi, on se baignait dans la cour, dans la piscine, et nos amis habitaient comme la rue d'à côté. Ça fait que des fois, on se baignait chez nous, des fois, on se baignait chez eux. Puis là, on faisait un petit temps qu'on se baignait chez nous. Puis là, on s'était dit, bon, on fait un dernier plongeon, puis on s'en va se baigner chez nous, donc chez nos amis. Les autres avaient une piscine creusée, c'était plus le fun. Fait qu'on avait commencé à se baigner chez nous, il y avait une piscine hors terre. Fait qu'on faisait chacun un plongeon, puis on sortait de la piscine pour partir à courir. Et j'étais le dernier à plonger. Et ma mère, qui nous a élevé un petit peu dans la peur, ma mère est très peureuse. Et j'avais ça en moi sans le savoir dans ces années-là. Chose que j'ai plus du tout. Pour moi, la peur, c'est une chose qui n'existe plus. Mais il a fallu que j'en prenne conscience, par exemple. Et ma mère disait tout le temps, faites attention, là, quand vous plongez, vous allez vous casser le cou. Puis elle répétait. Ça devenait du conditionnement pratiquement.
Et comme j'avais plus personne parce qu'il était tout parti à courir, là, il est sorti de la piscine, plonge, je sors de la piscine, plonge, là, et j'étais le dernier. Fait que si je me cassais le cou, il n'y avait personne pour me sortir de l'eau. Et j'y ai comme pas pensé sur le coup, j'ai fait mon plongeon, puis j'ai voulu faire le plus beau plongeon. Puis écoute, tu sais, j'étais vraiment à pic. Puis quand tu es vraiment à pic, ce que ça fait, c'est que tu rentres plus loin. D'une piscine en fer, tu arrives vite dans le fond, tu sais. Et pendant que je me suis lancé, mais il était trop tard, je me suis reviré de bord, j'ai eu cette pensée-là, fais attention, tu vas te casser le cou. Et je suis rentré vraiment, vraiment à pic dans l'eau. Et là, il s'est passé quelque chose, là. Tu sais, quand tu regardes un film biblique, par exemple, qui te montre l'eau, là, Jésus qui marche sur l'eau, tu vois les sprinkles, tu vois que l'eau, elle brille, tout ça. Là. Ben, j'ai l'impression que l'eau était comme ça. J'ai l'impression que l'eau était illuminée. Je suis rentré dans l'eau, j'ai plongé. Au lieu de mesurer 3 pieds, j'ai eu l'impression que la piscine, elle mesurait 7 pieds. Il me semble que je finissais, tout était au ralenti probablement, que je finissais plus de descendre. Puis à quelque part, sans le sentir, mais j'ai comme senti une présence dans l'eau. C'est comme, je ne l'ai pas senti physiquement, mais c'est comme si j'ai senti un peu une main me mettre la main sur la tête pour pas que je me frappe la tête dans le fond, tu sais, pour que je tourne comme ça, pour éviter que je me cogne la tête. OK. Autrement dit, j'ai plongé le main, puis j'ai de même par en dessous, tu sais. Puis j'ai frôlé le fond. Et là, je suis sorti de l'eau, éberlué parce que je venais de voir, tu sais, ce que je venais de vivre, les lumières, les flashs, la présence. Et là, j'ai réalisé que je venais d'avoir un live review. J'ai réalisé que je venais de voir ma vie en accéléré. Mais j'avais peut-être 8-10 ans. Et je l'ai tout de suite oublié après. Mais je le sais, je l'ai su que j'avais vécu ça. Curieusement, j'avais déjà entendu ça, probablement dans une émission à la télé. Fait que ça ne m'était pas totalement inconnu, mais je venais de le vivre. Je suis parti à courir, je suis rentré dans la maison avant d'aller chez mes amis et mes amis. J'ai dit à ma mère, maman, je viens de voir ma vie en accéléré, j'ai fait un plongeon. Et ma mère, pas du tout là, pas du tout, ça passait pas. Là, ah ouais, ok, tu sais, elle est en train de se maquiller probablement. Ah ouais. Oui, maman, regarde, écoute, j'ai vu ma vie, mais là, je ne m'en rappelle plus, j'essaie d'y penser. Et j'avais l'impression d'avoir vu quelque chose dans ma revue de vie qui m'avait traumatisé. Mais c'était peut-être juste l'expérience en soi qui avait été traumatisante, tu sais, vraiment, parce que c'était un choc. Ou, là, et j'avais dit à maman, j'ai dit, maman, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué, mais je ne sais pas c'est quoi. Écoute, je te dis que là, 8-10 ans, je demande ça à maman, je dis, maman, peux-tu me dire qu'est-ce que j'aurais pu vivre quand j'étais jeune qui m'a choqué comme ça? Ma mère a dit, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. C'était sûr qu'il m'est rien arrivé quand j'étais bébé, quand j'étais finalement, j'avais comme l'impression, tu sais, une impression comme que peut-être que j'étais adopté ou peut-être que j'ai failli mourir à l'accouchement, tu sais, quelque chose comme ça, là. Ou que peut-être que j'avais un jumeau qui est décédé à la naissance, qu'on ne me l'a jamais dit. Comprends-tu? J'avais l'impression qu'on me cachait quoi de même. Mais ma mère, elle a nié tout ça. Excuse-moi, ma chaise descend encore. Elle fait une journée par mois, puis elle a décidé que c'était aujourd'hui. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu cette expérience-là qui, à quelque part, hein, quand tu es jeune, tu as ça, ça vient juste renforcer le fait que c'est peut-être un début d'éveil, ça. Là. Oui. Mais ma vraie éveil, je te dirais que j'ai vécu ça probablement après 20 ans de métier, de carrière en immobilier, quand j'ai arrêté parce que je venais de... Mais ça, c'est la même chose. J'ai toujours su qu'après 20 ans de métier, j'ai toujours su que j'allais prendre une pause. C'est comme si je me rappelais de ça dans mon contrat d'âme. Je ne sais pas. J'ai toujours su qu'après 20 ans, j'allais prendre une pause. Je sais combien de temps, je ne sais pas. 6 mois, 1 an, 2 ans sabbatique. Je ne savais pas nécessairement que je revenais. Je pensais que j'allais revenir, par exemple. Je pensais juste... Moi, j'ai vu mon père mourir à 61 ans. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça. Il n'avait jamais arrêté de travailler. Je n'avais jamais profité de la vie. Moi, au contraire, j'ai profité beaucoup de la vie étant jeune, mais là, j'ai eu 20 ans de travail intense à travailler beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, je vais faire un break, je vais aller voyager, peu importe ce que je vais faire, puis je reviendrai après. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après 20 ans, ben, c'est ça, je me séparais d'une relation amoureuse. Et c'était ma deuxième. J'ai eu la mère de mon fils aussi, qui a été une étape difficile, ça, c'était en 1994. Mais là, on est rendu en 2006. Et un autre gros échec amoureux, j'en avais eu quelques-unes, là.
Et celle-là n'a pas bien passé. Puis en plus que je travaillais très fort, il y avait quasiment un épuisement professionnel, donc t'es plus vulnérable à ce moment-là un peu. Donc, ça a fait en sorte que j'ai été forcé d'arrêter de travailler à 20 ans. Mais ça n'a pas été nécessairement des vacances au départ. Là. Ça a été plutôt la dépression, le burn-out. Puis, et là, je veux dire, c'est là que, comme je te racontais tantôt en dehors d'onde, c'est comme un athlète qui s'entraîne toute sa vie pour les Jeux olympiques. Puis il sait que c'est ses derniers Jeux olympiques. Puis il espère avoir la médaille parce qu'il est bien classé. Puis là, les Jeux olympiques sont finis, il a sa médaille au cou, mais il n'a pas planifié qu'est-ce qu'il fait après. Il ne se lève plus demain pour aller faire des plongeons. Il ne se lève plus pour aller voir son entraîneur. Puis, il n'y a plus besoin nécessairement de vérifier sa nourriture. Et là, tu te ramasses face à un néant. Je fais quoi? On sait qu'aujourd'hui, les athlètes sont très surveillés à ce niveau-là. Là. Leurs entraîneurs préparent beaucoup ça. Là. Mais avant, anciennement, ce n'était pas le cas. Il y avait plein d'athlètes qui faisaient des dépressions, des burn-out, qui n'avaient plus de raison de vivre. Quand ça fait 15 ans, 15-20 ans que tu te lèves pour aller faire des plongeons tous les jours, pour aller faire du patin ou whatever. Alors, moi, ça faisait 20 ans que je me levais à tous les jours pour essayer d'être un des meilleurs de mon bureau. Et justement, la dernière année, j'étais parmi les meilleurs au Québec. J'étais le deuxième de mon bureau à un cheveu d'être le premier. Et ma blonde, j'ai appris ce qu'elle faisait dans le dos, ça m'a choqué. Donc, me retrouver sans emploi, hors de ma routine, ça a fait, là j'ai une grosse prise de conscience. Et là, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Je te dirais que c'est probablement là que le travail a commencé à se faire en ce qui me concerne. Là, j'ai eu une descente aux enfers. En fait, je suis tombé sur médication, fait qu'après une couple de mois, je me sentais déjà mieux, mais pas du tout prêt à retourner travailler. J'avais vraiment besoin de rien faire. J'avais un besoin essentiel. Et là, je me suis dit, OK, quand je me suis mis à filer mieux, OK, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai fait ça pendant 20 ans. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait ça? Et là, j'avais deux projets en tête. Un, c'était d'avoir un café avec de la bonne musique, café alcoolisé, quelque chose comme ça, un petit bistrot, whatever. Je trouvais ça risqué, par exemple. On sait que c'est commercial, ça ne dure pas longtemps. Et mon deuxième, c'était mon rêve d'acteur est revenu. Okay. Alors là, j'ai commencé à m'informer sur les possibilités à l'âge que j'avais d'aller dans le milieu artistique, en milieu de vie, tu sais. Et j'ai fini par trouver des formations, parce que évidemment, les écoles de théâtre étaient trop vieux pour ça, c'est 25 ans et moins. Donc là, j'ai commencé à faire ma formation d'acteur dans le privé, j'ai commencé à jouer dans plein de films étudiants, j'ai commencé à faire, puis là, j'ai eu une petite carrière, j'ai eu 4 ans. Finalement, ma pause là, sabbatique a duré 4 ans, mais pendant ces 4 ans-là, j'ai travaillé fort, fort, fort pour réussir dans le milieu artistique. Mais là, ça a été, là, financièrement, là, ça a été la descente aux enfers. Parce que pour beaucoup de rejets dans ce milieu-là, ça a drainé toute ma confiance en moi. Fait que tout ça a fait en sorte que plus tu as de la misère, plus tu descends, c'est plate à dire, mais plus tu dois faire d'introspection, plus tu dois travailler en toi. Fait que le travail, moi, il a commencé de cette façon-là. C'est jamais le fun quand. En tout cas, moi, personnellement, ça a été ça. Ça a été mes années de rejet suite à un burn-out, rejet dans le milieu artistique, rejet, perte d'argent, endettement. Et là, à un moment donné, là, je pensais que je m'en sortirais jamais. Là. Et puis, éventuellement, après 4 ans, je suis revenu dans ma carrière d'avant, mais toujours en gardant un pied dans le milieu artistique, en espérant que j'ai fait ça un autre 6 ans comme ça à peu près. Okay. Et là, j'arrivais à peine à me sortir la tête de l'eau. Parce que j'étais à moitié une place, à moitié à l'autre. Puis moi, il faut que je sois entier. Je ne peux pas être à moitié-moitié. Et éventuellement, j'ai fini par laisser le milieu artistique pour me consacrer à ma carrière à 100%. Puis là, je me suis remis peut-être 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, là, je me replace un peu financièrement. Mais j'ai eu une longue traversée du désert là, d'une dizaine d'années, 10-12 ans. Là. Et je vais dire que là, à un moment donné, et ce qui a fait que je me suis sorti de cette négativité-là, de cette tourmente-là, c'est que je me suis mis à travailler sur moi. J'avais plus le choix. J'étais rendu tellement négatif, moi qui étais tellement positif. Tu sais, quand tu as 20 ans de carrière, succès, puis tu es l'un premier au Québec, là, m'a dit en affaire, la vie m'avait réservé toute une surprise.
Et il a fallu que je travaille sur moi. Puis là, ça a été des vidéos de motivation, des chaînes de motivation sur YouTube, à écouter des vidéos à journée longue, là, des 3, 4, 5 heures de temps là, avec les petits AirPods à tondre le gazon, à faire la vaisselle, à pelleter, à faire le ménage. Et il y a des vidéos, il y a une vidéo en ce moment que j'écoute de Les Brown, elle dure à peu près, c'est 6 heures. J'ai dû l'écouter à peu près 125 fois. Juste te donner une idée, là. Ouais. Puis il y en a d'autres que j'ai écoutés autant. Ça fait que c'est vraiment de la reprogrammation de mon paradigme. Et il y a à peu près 4 ans, là, je me suis remis à redevenir positif. Puis évidemment, ben, la loi de l'attraction, quand tu es positif, comme ça s'est mis annuellement. OK. Puis à travers ces épreuves-là que tu as vécues, parce que souvent, quand on vit des épreuves comme ça, souvent on dit qu'il faut qu'il y ait une déstructuration pour qu'il y ait une reconstruction qui se fasse. Est-ce que toi, quand tu t'es mis à te reconstruire, on va dire, à te refaire, comme tu viens de le dire, est-ce que des capacités qui sont développées? Est-ce que tu commences à avoir des ressentis que tu n'avais pas avant ou non? J'ai toujours eu un très haut, une très forte intuition. Okay? Ça, je m'en suis rendu compte dans mon métier avec des clients. Je me rendais compte quand je rencontrais des clients, plus ça allait, tu développes ça. Premier contact avec un client, je le savais si ça allait, j'allais travailler avec. Parce qu'évidemment, quand tu es en immobilier ou n'importe quel domaine de la vente, en tout cas l'immobilier, tu sais, le client te fait venir, mais il en fait peut-être venir 3 autres. Il en fait peut-être venir 10 autres. Alors, il choisit. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, que leur visage me disait quelque chose, il allait me choisir. C'est comme si je me rappelais, quand j'ai regardé ma vie, probablement avant de venir, je pense qu'on choisit, on regarde notre vie, puis je pense qu'on sait les étapes qu'on va. C'est comme si je les reconnaissais. Ça se faisait inconsciemment, mais à un moment donné, avec à faire ça pendant 20 ans, à un moment donné, je me suis mis à vraiment voir et sentir les gens avec qui j'allais faire affaire. Et au même titre, sentir les gens qui n'allaient pas me choisir, qui me faisaient venir juste pour comparer, ou d'autres avec qui ça ne cliquait pas, pour quelque raison que ce soit. Et donc, ça avait commencé à se développer, ça. Je vais dire, mes 20 premières années de métier, là, de carrière, m'ont appris à me connaître beaucoup, beaucoup. J'ai développé beaucoup ma confiance en moi, que j'ai perdu après, par exemple, dans le milieu artistique. Je suis devenu excessivement confiant en moi, puis parce que je suis une personne très débrouillarde, j'ai toujours été. Et très travaillant, et j'ai bâti une très, très grande confiance en moi dans mon métier, en tout cas. Et ça fait que les années qui ont suivi, mettons, on va dire les 15 dernières années, ben, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Même sur des tournages, j'arrivais sur des tournages, je savais les gens qui m'aimaient et les gens qui ne m'aimaient pas. Je savais qui parlait dans mon dos. Et moi, je n'ai pas de clairvoyance, mais j'ai toujours eu cette hypersensibilité-là et cette intuition très développée-là. Et tout ça, évidemment, là, ça a augmenté de façon exponentielle dans la dernière année. Okay. Quand j'ai commencé à être verbal par rapport à ce qui se passe, là, il y a eu un événement tournant, si tu veux. Je ne sais pas si tu es rendu là dans ton truc, mais je peux Oui, c'est ça. Tu arrives juste à point dans la conversation. Parce que justement, bon, c'est comme ça que je t'ai découvert. Puis je sais que tu m'en as parlé un petit peu aussi, que c'est là que ça s'est mis en place. Tu peux m'en parler justement, comment c'est arrivé, comment ça s'est fait pour toi? Hein? Bon, écoute, le fameux événement en 2020, ça a fait en sorte que ça a pris tout le monde par surprise. Et moi, sur le coup, j'y ai cru à ça. J'avoue avoir lavé ma commande pendant une couple de fois, une couple de semaines, je sais pas. Il faut dire que j'allais à l'épicerie, moi, tous les jours. Pratiquement. Mais probablement pendant une couple de semaines à laver ma commande. Puis après un certain temps, quand j'ai commencé à fouiller, wow, ça n'a pas d'allure. Non, c'est. Puis moi, j'ai pas de télé. J'écoute pas la télé, ça fait 5 ans. J'ai jamais vraiment écouté la télé dans ma vie, mais là, j'ai plus de câble depuis 5-6 ans. Là. Je compte même pas les années, c'est peut-être 17 ans. Mais à un moment donné, c'est quand j'ai vu les gouvernements parler, là, quand j'ai vu parce que ça passait sur les réseaux sociaux,
Ah là, j'ai dit non, non, non. Je te l'ai dit, je suis capable de voir quand quelqu'un me ment. Je suis capable de. On ne peut pas me mentir. C'est drôle parce que hier, je pense que quelqu'un a posté quelque chose par rapport aux indigos, je pense. Non, non, c'est les empathes. Et ça veut dire que tu ne peux pas mentir à un empathe. Mais je pense que je suis empathe là, parce que moi, je suis capable de dire quand quelqu'un ment. Moi, j'ai toujours dit que la CIA devrait m'engager pour savoir qui est. Sauf qu'on sait que la CIA est corrompue, fait qu'ils m'engageront là. Ouais. Mais donc, il y a un an, ça, c'est arrivé, puis ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai commencé à être verbal, mais en fait, c'était par des posts écrits. Je voulais voir. Et là, les gens qui me suivaient, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de mon métier. Et j'avais peut-être à ce moment-là 1700 amis Facebook, dont probablement la moitié faisaient le même travail que moi. Et je postais des. J'émettais pas de. En fait, je pouvais poster le genre de choses. Voyez-vous un rapport entre Bill Gates, la 5G et la COVID? Je posais des questions, j'affirmais rien, je posais des questions. Là, une couple de jours après, j'arrivais avec une autre question comme ça. Je voulais filer les gens qui me suivaient. Et là, j'ai fini par voir la très petite quantité de gens qui avaient vu la même chose que moi, qui commentaient tout le temps sur mes posts. Et les autres se sont mis à disparaître graduellement. Mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos. L'été passé, mi-juillet, passé le 15 juillet, que j'ai posté ma première vidéo. Et là, entre-temps, je m'étais fait alivier. Là, j'avais commencé à faire des posts écrits. Là, je m'affirmais. Et j'avais aussi délité beaucoup, beaucoup des gens du travail. Je ne voulais plus les avoir parce que j'avais décidé de rendre mon compte qui était semi-professionnel. Enfin, j'ai une page professionnelle aussi, mais mon compte est semi-professionnel. J'ai décidé d'éliminer tous les gens qui étaient du métier que je savais. J'ai éliminé peut-être 500 de mes abonnés, de mes amis Facebook parce que je revendiquais mon droit de parole, puis j'ai changé, j'ai enlevé tout ce qui était associé à mon métier. Et j'avais marqué en haut de ma page privée, personnelle, puis j'avais même un slogan, là, quelque chose du genre si vous n'êtes pas en faveur de la loi, la Charte canadienne des droits de liberté, libre expression, quittez cette page. Et là, j'ai commencé à être très verbal, mais le 15 juillet, j'ai fait ma première vidéo. Et là, j'ai eu comme 30 000 visionnements en quelques jours, quelques semaines. Et il y a des journées où je me levais avec des 750 demandes d'amitié et 1000 messages. Ça a été viral. Là, je te dis 30 c'est une vidéo qui a monté au-dessus de 100 000, qui a fini par monter au-dessus de 100 000 visionnements. L'été passé, juste avant ça, écoute, je ne me rappelle pas de la date. Quelques jours avant, peut-être même la journée même. Là, vraiment, j'étais vraiment là, très, très éveillé. Là. Puis là, mes sens, ils devenaient de plus en plus. Et là, je sentais que j'avais une mission de par les posts que je faisais, la réaction que j'avais. Puis j'avais commencé à avoir un certain engouement de certaines personnes. Et j'avais commencé à avoir beaucoup de rejets de mon travail, de mon industrie, tout ça. Et là, moi, je parle souvent à l'univers. Je demande des signes et tout ça. J'en avais jamais eu des signes, puis je continuais, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, j'ai toujours cru à la source. J'ai toujours cru que je venais de la lumière. Quand j'étais jeune, je ne savais pas je n'aurais pas pu te le décrire comme ça, mais je savais qu'on venait d'ailleurs. Je savais qu'on était un âme incarné. Mais là, l'été passé, je me suis dit, OK, vous allez me guider. Là. Ça fait des années que je demande, ça fait 10 ans que je demande à l'univers de me guider. Carrière artistique ou carrière professionnelle? Carrière artistique, carrière professionnelle. C'est quoi que je dois faire? Puis ça faisait comme 10 ans là, que ça marchait pas. Je n'avais pas de succès ni d'un bord ni de l'autre. Et la mi-juillet, l'été passé, j'ai reformulé ça. Je prenais des marches, je prends souvent des marches l'été, puis je prends des marches tard. Il peut être 11 heures, il peut être 1 heure du matin. Juste avant de me coucher, puis je suis un couche-tard. Et je me rappelle très bien, je me rappelle exactement où j'étais. Là, je parlais à la source, puis j'ai dit, OK, là, je suis complètement perdu. Ça fait des années que je dis que je suis complètement perdu. Là, je m'adresse à la source et je vais reformuler. J'ai toujours demandé, est-ce que je dois être acteur, réalisateur, courtier immobilier, conférencier, travailler dans la radio ou peu importe quoi. Tu sais? Et tu dis, aujourd'hui, je reformule. Et je ne vous donne
aucun choix de réponse. Donc, je n'impose plus mes désirs. Aujourd'hui même, je demande au plan divin de se servir de moi pour aider à accomplir le plan divin, tout en respectant mes attitudes, en ne me donnant pas des défis qui sont trop gros à relever, en ne me créant pas de stress, en respectant qui je suis, mais ce que je peux faire, le plan divin, je vais le faire. Et j'ai pris l'expression, je pense que c'est Picasso ou non, c'est Michel-Ange qui disait God, free me from myself so I can please you. Alors, je demandais à l'univers de d'enlever mon ego du chemin pour que je puisse plaire à la source. En supposant que depuis 10 ans que je tournais en rond, que c'était parce que c'était mon ego, c'était ma volonté, c'était mon désir qui était dans le chemin. Là, j'ai dit, j'enlève ça, j'enlève toute volonté et je me mets au service du plan divin. Je vous demande de me respecter et je vais faire du mieux que je peux. Bang, je fais une vidéo, 100 000 visionnements, 25 000 demandes d'amitié à peu près en un mois. Évidemment, je peux en prendre 35 000. Et là, j'ai dit, wow! Là, j'avais ma réponse. Là. Évidemment, je n'allais pas gagner ma vie en faisant des vidéos sur Facebook, là. Mais de ça a découlé toute la notoriété que j'ai pu avoir, la tribune, les gens qui me suivent. Et ça, c'est une autre chose que j'ai fait longtemps que je dis. Depuis que je suis dans le milieu artistique, je demandais à la source. Moi, je n'allais pas dans le milieu artistique par ego, là, surdimensionné. Au contraire, moi, c'est une chose que je n'aime pas dans le milieu artistique, c'est la popularité. C'est de jouer à la vedette. Moi, je n'ai jamais aimé. J'avais des amis qui m'appelaient la vedette juste parce qu'ils savaient que j'étais là-dedans. Je détestais ça, le vedette, star, tous ces mots-là. Je déteste ça. Moi, dans le meilleur des mondes, c'est que je suis acteur, je fais mes rôles. Les gens me reconnaissent à l'écran, mais dans ma vie privée, ils ne me reconnaissent plus. Ça aurait été. Je ne veux pas du tout j'ai pas du tout envie de ça, moi. Quand j'étais jeune, peut-être, c'est peut-être un désir de jeune, mais à l'âge que puis je l'ai eu, ma popularité dans ma carrière, dans mes 20 ans de carrière, j'étais très populaire dans mon secteur. Ma face était partout. Et je me rendais compte que c'est pas ça qui me faisait triper, moi. Alors, donc, j'ai encore perdu. Mais je n'allais pas dans le milieu artistique, certainement pas pour être populaire, mais si on veut, pour ah oui, c'est ça. Et j'avais dit à la source, je reviens. Ah, c'est pas pire, je reviens. Et j'avais dit, ça faisait longtemps que je disais à la source, et je sentais un peu comme, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie que je sentais comme mon année sabbatique à 20 ans de carrière. J'avais demandé à la source, j'avais dit, j'aimerais ça avoir une tribune. Et ça, c'est une des choses, par contre, dans le milieu artistique que je souhaitais avoir. Pas la popularité, pas la gloire, pas l'adulation, mais des gens qui m'écoutent pour pouvoir passer des messages. Ça, c'est une chose que je voulais. Et je sentais, mon intuition me disait, t'es supposé avoir ça dans ta vie, comment ça se fait que tu ne l'as pas? Et c'est arrivé, bon, à échelle beaucoup plus modérée. Je n'ai pas 6 millions de personnes qui me connaissent, là. Mais ça m'a donné une tribune sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, c'est de là qu'elle était pour venir, ma tribune, des gens qui me suivent, des gens qui écoutent les paroles que j'ai à dire. Qui, soit dit en passant, quand je parle, je n'ai pas l'impression nécessairement que c'est mes paroles. Je m'en remets à mon intuition, puis j'ai plus l'impression que je suis connecté à la source, puis que je fais juste passer des messages. J'entends pas, je me considère pas un canal, mais je suis très intuitif, je suis très sensible. Et les messages que je passe, que ce soit par écrit ou par vidéo, j'ai l'impression que... Je peux pas dire que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers moi, là, mais j'ai vraiment l'impression que... Parce que ça aussi, je le demande. Quand je dis « mettez-moi à votre service », servez-vous de moi pour faire passer des messages. Ça aussi, c'est une chose que j'avais dit. Alors, j'ai vraiment l'impression que quand je fais des vidéos, quand je fais des trucs du genre, c'est le plan divin qui sert de moi pour passer ces messages. Ben ça, je suis content que tu en parles parce que, à quelque part, c'est un petit peu aussi ce qui m'a ce qui m'a attiré, on va dire, dans ce que tu communiquais, parce que souvent, j'avais l'impression que tu
que tu disais ce que je pensais. Puis ça, je sais que tu as eu plusieurs fois ce commentaire-là. En tout cas, j'ai vu passer des commentaires, puis il disait j'ai l'impression que tu penses presque que tu es dans ma tête, en quelque sorte. Tu sais. Ça, j'ai qu'on remarqué. est probablement plugué à la même source. C'est comme ça que je le vois. Il y a trop de gens qui m'ont dit ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche, ou j'aurais pas pu dire mieux, ou c'est exactement ce que je pense. Et j'en ai plein des messages en privé. Je n'ai moins maintenant. Là. J'ai moins de traction sur les réseaux sociaux que j'en ai déjà eu, mais j'en ai eu beaucoup à un moment donné. Là. Et oui, tu me l'as fait dire souvent, puis c'est tout simplement qu'on est plugué à la même source. Ouais. Sylvie Boucher, que tu as eu sur ton show, on est devenus de très grands amis depuis le début de l'année, Sylvie et moi, parce qu'on a un projet ensemble. Une série web qui s'appelle Callback. Donc, on a travaillé beaucoup ensemble. On se parle très souvent. Et elle aussi. J'avais le même ressenti sur ses posts à elle, ce qu'elle disait. Je pouvais faire une vidéo, puis je pouvais me rendre compte qu'elle avait fait une vidéo pareille ou qu'elle allait faire une vidéo pareille le lendemain ou la journée d'avant. Donc, on parlait du même propos. J'ai eu la même chose avec différentes personnes. Je n'ai peut-être pas nécessairement des noms qui me viennent à l'esprit, là, mais une couple d'autres personnes avec qui c'est arrivé aussi. Lucie Mandeville, c'est arrivé. Stéphanie Fabigena aussi, que je suis, qui est au Pérou, une Française qui est au Pérou. Différentes personnes comme ça, je me rendais compte qu'on avait les mêmes informations, les mêmes downloads d'informations en même temps. Fait qu'on est tout simplement plugué à la même source. Oui, c'est vraiment particulier. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de synchronicité à ce niveau-là. Puis ça, comment tu est-ce que c'était nouveau pour toi, ça, Ben, j'imagine que oui, en quelque sorte, parce qu'étant donné que là, tu avais quand même un bon réseau qui te suivait, tout ça. Mais comment tu as vécu ça, toi? Comment tu as réagi face à ça? On va dire cette espèce d'intuition-là là, qui se manifestait. Ça fait partie des miracles qui s'est passé dans ma vie dans la dernière année. Moi, j'ai eu, jamais compté, là, mais 3-4 miracles qui se sont passés. Des choses que, justement, d'avoir cette popularité-là, notamment, d'avoir cette tribune-là, pour moi, c'est un miracle. C'est arrivé par le champ gauche. J'aurais voulu, j'aurais eu ce désir-là et ce ne serait jamais produit. La journée où je me suis enlevé du chemin, j'ai dit, OK, c'est à toi de moi. Puis, fait que ça, pour moi, c'est le premier gros miracle qui s'est passé cette année. Puis, il y en a quelques autres il y en a que je préfère garder pour moi. Oui. Okay. C'était quoi ta question déjà? As-tu répondu à ta question? Oui, c'est ça. C'est comment toi, tu as réagi face à ça, cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle intuition-là qui était très, très affûtée. Écoute, je le comprends pas encore. Je le comprends pas encore. Puis ça vient par vague. Je te dirais que depuis un petit bout de temps, là, je suis moins présent un petit peu sur les réseaux sociaux. Là. Je sens moins cette connexion-là à la source. Je sens moins peut-être pour revenir, parce que ça aussi, c'est une autre chose que j'ai dit à la source. J'ai dit, je ne veux pas, de cette popularité-là, je ne veux pas me servir de ça pour me faire du capital d'intérêt personnel. Je ne veux pas tomber dans l'ego, parce que j'en vois d'autres qui tombent dans l'ego de tout ça. C'est facile et je le sais. Dès que tu parles de choses scandalisantes, tu as 100 000 views et plus. Moi, je peux avoir 100 000 views à chaque vidéo. Mais j'ai décidé, il y a quelques mois, en début d'année, à peu près, d'arrêter de parler des choses qui scandalisaient, parce que je me suis dit, on le sait tous maintenant. À partir de maintenant, je vais parler des choses positives pour donner des outils pour passer à travers. Puis je vais vous guider plus un peu dans votre éveil, justement. Mais j'en ai vu tomber dans le piège de l'ego. Il parle encore. Ça fait 14 mois. 14 mois qu'ils parlent de ça parce qu'ils savent qu'ils vont avoir 100 000 visionnements sur leurs vidéos. C'est correct, c'est leur choix, mais moi, je ne voulais pas. Alors, une chose que j'avais demandé, c'était si jamais vous avez fini de vous servir de moi pour passer vos messages, je veux que vous me le dites. Je veux le savoir d'une quelconque façon. Soit que mes visionnements vont descendre, soit que je n'aurai plus rien à dire, soit que les gens vont arrêter de me suivre. Je vais considérer ça comme le passage du flambeau. J'aurais fait. Mais si vous avez besoin de moi pour le reste de ma vie, je serai là aussi. Et fait, ce qui fait en sorte que j'ai des pics, des moments où je suis un peu plus, j'attire un peu plus l'attention que d'autres. Okay. Encore une fois, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Super. Après ça, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de vivre en quelque sorte un éveil comme ça, qui se rend compte que là,
il y a des capacités qui sont en train de s'ouvrir ou qui est plus dans l'intuition. Parce que je sais que par rapport à la période qu'on vit, il y en a plusieurs qui s'éveillent. Qu'est-ce que je dirais à ces gens-là? Hein? Qui suis-je pour donner des conseils aux autres? Hein? Peut-être dans une façon de l'accueillir, en quelque sorte. Moi, j'ai juste... je peux juste dire ce que moi j'ai fait. Moi, je me suis mis au service, j'ai demandé d'être au service du plan divin, de la source. Ma vie a changé drastiquement à partir du... Écoute, je pense que c'est peut-être la journée même. Et puis, j'accepte tous les ressentis que j'ai sans les questionner. Je ne suis plus du tout, en rapport à ça, en tout cas, je ne suis plus du tout dans le cérébral. J'essaie plus du tout d'analyser les ressentis que j'ai. Je me fie à mon cœur. Si ça vibre bien en dedans de moi, si en dedans de moi, c'est... parce que moi, je suis une personne, et ça, j'ai toujours été, là, on parlait de justice quand j'étais jeune, là, j'ai toujours été une personne avec un bon fond. Jamais voulu blesser les gens. Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Moi, ça, c'est inné en moi. Là. J'ai toujours été comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai décidé moi, de m'enlever dans le chemin puis de m'en remettre à... Si ça vibre bien avec moi, je parle ou j'écris ce qui me vient. C'est juste ça que je peux donner comme conseil aux gens. Moi, la peur, c'est une chose que je me suis débarrassé il y a à peu près une dizaine d'années, complètement. C'est une petite parenthèse, OK? Oui, oui. On n'est pas conscient qu'on est peureux, puis on n'est pas conscient quand on dit qu'on a peur, des choses comme ça. Mais moi, je tenais ça de ma mère beaucoup. Fais attention, tu vas te faire mal, fais attention ci, fais attention ça. Pourtant, moi, j'ai un fils, j'ai un enfant, puis je me suis toujours dit, je n'ai jamais dit à mon fils, fais attention, tu vas te faire mal. Parce que c'est de la programmation. J'ai ça en moi depuis tout le temps. Là. J'ai toujours dit à mon fils, fais attention, sois prudent. Mon fils a joué au football, il a fait plein de choses, il est sur les voitures. Sois prudent. Je n'ai jamais dit tu vas te faire mal. Mais à quelque part, à d'autres niveaux, je pouvais utiliser le mot j'ai peur souvent. Et je m'en suis rendu compte en pleine face une année, parce que j'ai fait faire des travaux de Paris chez moi. J'avais fait venir une couple d'entrepreneurs, puis j'avais pris le moins cher, puis ça m'a fait apprendre que prendre le moins cher, c'est une couple de fois dans ma vie, j'ai payé moins cher, puis c'est fini. Puis je le voyais travailler, puis il était avec son équipe, il était 4-5 gars. Et j'arrêtais pas de lui dire, sans me rendre compte, j'ai peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Fais attention, ça va-tu être beau, j'ai peur. Ça va-tu être droit, ça va-tu être solide. Ah, j'ai peur que ça bouge, j'ai peur que ce soit pas beau. Et eux autres, pendant qu'ils travaillaient, puis j'étais souvent dehors à les regarder. Moi-même, je suis très manuel, puis j'aime regarder les gens travailler parce que j'apprends dans une job future, peut-être. Et à un moment donné, le boss de cette entreprise-là, qui était plus jeune que moi j'avais peut-être 10 ans plus jeune que moi, il s'est reviré de bord, puis bien tanné, je ne m'en étais pas rendu compte. Il dit, toi, là, il dit, t'as assez peur d'avoir peur, là. Puis, et je ne me rappelle pas, je me rappelle juste de ça. Mm-hmm. Là, c'était comme, crisse-nous patience, laisse-nous travailler. C'était comme ça. Écoute, là, je le paye plusieurs milliers de dollars pour faire la job qu'il fait, puis j'étais sur ma galerie parce que c'était justement... Là, j'ai eu... Tu sais, des fois, il faut que tu rentres dans le mur. Là, mm-hmm. Là il m'a rentré dans le mur, là. Je suis rentré dans la maison. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, je n'ai pas répondu au gars, là. Je suis rentré à la maison en me disant, écoute, il ne m'a pas dit ça pour rien, là. Qu'est-ce que je peux en tirer de ça? C'est vrai, hein? Il me semble que tu fais 5 minutes qu'il parle, il me semble que j'ai pas arrêté de dire j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Je m'en étais pas rendu compte. Mm-hmm. Et, écoute, j'ai été sur le cul pendant 3 jours. Gros changement de paradigme, grosse remise en question. Et j'ai choisi cette journée-là de sortir le mot peur j'ai plus jamais utilisé le mot peur. Je m'en sers juste quand je parle comme ça. Mm-hmm. Tu ne m'entendras jamais dire j'ai peur. Et parce que j'ai aussi travaillé sur la peur, j'ai fini par comprendre que la peur n'existe pas. Le mot peur, c'est un mot qui englobe plein de choses, qui résume plein de choses dans un mot qui est vulgarisé, qui ne veut rien dire. Je te donne un exemple. J'ai peur des hauteurs. Tu n'as pas peur des hauteurs.
tu as le vertige. Moi, j'ai le vertige. C'est une chose que j'ai combattu beaucoup là, pendant que j'ai pris les médicaments, ça m'a aidé beaucoup tu te calmes beaucoup, puis j'ai beaucoup moins de crainte des hauteurs, je vais prendre le mot crainte, tu sais. Mais j'ai beaucoup moins le vertige que j'avais avant. Je vais donner un autre exemple. J'ai peur de parler en public. Tu n'as pas peur de parler en public. Tu es inconfortable de parler en public. Les gens te rendent nerveux. Il y a tout le temps une meilleure explication que le mot peur. Oui, oui. J'ai peur du virus. Tu n'as pas peur du virus. Tu ne veux pas être malade. Comprends-tu? Fait qu'il y a tout le temps une meilleure explication. Le mot peur n'existe pas. Ça n'existe pas, la peur. C'est des sentiments d'inconfort qui fait qu'on les a tous mis sur le même dénominateur commun, qui est la peur. Oui. J'ai peur de vieillir, j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de parler devant le monde, j'ai peur des hauteurs, j'ai peur de... Mais alors que tout, c'est pas de la peur. C'est de l'inconfort. Fine, je suis d'accord avec ça. Ou c'est des traumatismes. Hein? Il y a des gens qui vont dire j'ai peur des araignées. Tu n'as pas peur des araignées. Tu as une incompréhension face aux araignées. Tu ne connais pas l'insecte, tu ne la connais pas bien. Elle n'est pas belle, elle t'horripile. Tu n'as pas peur, elle t'horripile. C'est pas beau. Okay? Fait que ça fait à peu près 15 ans de ça que j'ai sorti, puis j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai comme 4 chaînes YouTube. Là. J'ai une chaîne en anglais aussi par rapport au cinéma. Puis j'en avais parlé sur cette chaîne-là il y a plusieurs années. J'en ai parlé dans les derniers 6 mois aussi sur ma page Facebook. La peur, c'est une illusion, ça n'existe pas. Cherchez la vraie cause, puis vous allez remplacer le mot facilement. Alors, je m'excuse, je faisais une parenthèse par rapport à la peur, je ne me rappelle pas pourquoi, mais je trouvais que c'est important de le dire. Oui, c'est ça. Puis ça me parle aussi, parce que moi, je dis souvent ça aussi. La peur, c'est une création de l'esprit. Hein. Du moment qu'on l'oublie, elle s'efface. Tu vas entendre les gens, je m'excuse, je vais juste faire un petit peu de pouce là-dessus. Tu entends des gens, des fois, qui vont parler, on entend ça souvent, tu sais. Tout le monde, en parlant, c'est genre, tout le monde a peur d'être malade ou tout le monde a peur de la mort. C'est faux. Arrêtez de généraliser, tout le monde a peur. C'est pas vrai. J'utilise jamais le mot peur, là, mais si on peut prendre le mot peur, moi, je suis le dernier à avoir peur de la mort. J'ai hâte en tabarouette de retourner à la maison. Okay? La seule chose, c'est que je n'ai pas fini ici. Je sens que j'ai encore plein d'affaires à faire ici et je n'ai pas le goût de laisser les gens que j'aime. J'ai le goût d'être avec mon fils le plus longtemps possible parce que je l'aime. C'est la personne que j'aime le plus au monde, puis je ne le vois pas souvent, puis je veux rester, être présent le plus longtemps possible avec lui. Puis j'ai toujours dit, pas toujours, mais en fait, j'ai toujours dit que j'allais mourir très jeune ou très vieux. Comme je ne suis plus très jeune, cette option-là est éliminée. Je vais mourir très vieux. Et ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je dis que je vais vivre au moins jusqu'à 125 ans, et je le crois. Je le crois. Mais si je pars demain, c'est triste pour les gens que je laisse ici, là, mais arrêtez de dire que tout le monde a peur de la mort. C'est pas vrai. C'est faux. Arrêtez de dire que tout le monde a peur de ci, tout le monde. C'est faux. J'ai pas peur de rien. Et j'ai très hâte de partir. Très, très hâte de partir. Quand tu sais ce qui est de l'autre côté, là, tu ne peux pas faire autrement que. Écoute, ici, là, c'est. Puis en ce moment, je veux dire, moi, je suis très heureux dans la dernière année. Là. Mais c'est incomparable avec les sentiments d'amour que tu peux avoir de l'autre bord. Je sais qu'on a parlé hors ligne, toi et moi. Je sais que tu sais exactement de quoi je parle. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je ne les ai pas sentis, mais je le sais. Je le sais par intuition, puis j'ai dû écouter 250 expériences de mort imminente, de gens qui sont allés dans la lumière. Et comme je te dis, je sais quelqu'un qui ment et quelqu'un qui dit la vérité. Alors, je suis capable de discerner qu'il y a peut-être sur 200, il y en a peut-être 2 ou 3 que j'ai entendus, là, qui ils charrient peut-être un peu dans leur expérience, puis curieusement, ils ont des livres avant. C'est quand tu en parles. Oui, peut-être. Parce qu'ils poussent un livre. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu l'expérience de mort imminente, je dis juste qu'ils en ont rajouté pour vendre, parce que je le vois, la non-sincérité chez les gens. Mais la plupart des gens, là, écoute, ça va leur prendre 20, 30 ans avant d'en parler, justement, parce que c'est une expérience qui est trop personnelle. Alors, quand après 30 ans, ou tu as des médecins, même, des fois, qui attendent d'en parler plus tard parce qu'ils ne veulent pas se faire juger, quand tu es rendu que tu as 68 ans, 72 ans, puis là, tu parles d'une expérience que tu as vécue à 22 ans, qu'est-ce que tu as à gagner de ça? Tu n'as rien à gagner de ça. Puis tu t'en rappelles aussi clairement que si tu venais de le vivre là, ou si tu étais dedans en ce moment. Alors, non. Alors, arrêtez de dire que tout le monde a peur de la mort. Là. Ceux qui ont peur de la mort, je vous recommande, comme je disais tantôt, d'éliminer ce mot-là de votre vocabulaire et de reconsidérer la mort.
Parce que la mort, c'est juste la fin d'un chapitre, mais on retourne. Tu sais, c'est comme on est en camping en ce moment. C'est le fun de faire du camping, tu sais, dans une tente. Vraiment, tu sais, dans les endroits, là, tu couches sur de la roche le soir. Tu as oublié de gonfler, tu as pas mis ton matelas gonflé. Crime, tu n'es pas confortable. Mais es-tu content d'être en camping? Toute l'année, tu as rêvé à tes vacances en camping. Donc, c'est le fun, là. Tu reviens avec des super. Sauf que quand tu reviens chez vous dans ton matelas à 1000$, oh! Fait que dis-moi pas que c'est pas le fun de revenir à la maison. Fait qu'en ce moment, là, on est en camping ici. Là. On trouve notre plaisir à faire ce qu'on fait, mais c'est très inconfortable, si on veut être honnête. C'est très inconfortable. Mais quand on va retourner à la maison, là, c'est comme le t'embarques sur un matelas, là, 6 lits, orthopédique, amour inconditionnel. Je ne comprends pas les gens qui ont peur de la mort. Je comprends pas ça. Ben, je pense que c'est ça, je pense que c'est une incompréhension. Hein, puis c'est peut-être à quelque part aussi la peur de souffrir, de partir en souffrant. Mais... Ça, mais encore là, moi, je vois. C'est pas la peur de souffrir, c'est on veut pas souffrir. Ouais, c'est ça. C'est pas, je veux pas souffrir, moi non plus, c'est ça. C'est que notre départ, on aimerait qu'il se passe en douceur. Ça, moi aussi, là, je ne suis pas imbécile. Là. Je veux pas souffrir. Là. Mais je ne vais pas dire j'ai peur de souffrir. Non. Parce que de toute façon, on sait que le subconscient ne retient pas le négatif. Hein? J'ai peur de souffrir. Le subconscient retient juste le mot souffrir. Mort, souffrir. Il associe ces deux-là. Alors, tu te programmes pour souffrir. Alors, moi, au contraire, je vais dire plutôt, moi, je vais partir, je vais vivre vieux, et je vais partir doucement. Ouais. Fait que je me programme pour que ça arrive comme ça. OK. Ben, écoute, ça nous amène vers le mot de la fin, Sylvain. Puis je finis toujours par la même question. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui vivent présentement justement de l'incompréhension par rapport à ce qui se passe là, sur la planète, là, que ce soit les événements 2020, ben, surtout, là, l'incompréhension, justement la peur, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil, là, en quelques mots? Pour les aider. Oui, pour les rassurer, pour les aider. Oh boy! Ben, écoute, ceux qui sont pleinement dans l'illusion, je ne pourrais jamais les convaincre. Alors, ça, moi, je suis convaincu qu'il y a le monde est en train de se scinder en deux. Donc, il y a des gens qui sont, même face à tous les évidences, ils vont toujours croire à l'illusion qui se passe en ce moment. Fait qu'eux autres, je ne veux même pas m'adresser à eux, mais je les aime autant. Je leur envoie tout plein d'amour. Et j'accepte qu'ils ne pensent pas comme moi. Parce que je ne sais pas pourquoi. Alors, le plan divin, lui, il sait pourquoi c'est comme ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va partir sur 2 planètes différentes ou whatever. Là. Mais aux gens qui sont réveillés, et il y a une différence entre éveillé et réveillé, là, mais ceux qui sont réveillés face à ce qui se passe en ce moment, c'est de ça, je pense que tu parles, là, comment rassurer ces gens-là. Oui. Bien, d'arrêter de focusser sur le problème. Couper le câble. Moi, j'ai été en campagne de couper le câble à peu près au même moment où l'artiste Charland avait fait sa toune. Là. Je ne savais pas que lui qui était en train de faire cette toune-là. Moi, je passais des messages, couper le câble, couper le câble, couper le câble. Parce que la télévision, c'est la plus grande outil de propagande qui existe, c'est la plus perfectionnée. Les gens ne sont absolument pas conscients du pouvoir de cette machine-là, de cette boîte-là, de boîte à mensonges. Donc, premièrement, arrêtez de suivre les médias, arrêtez de repartager ça aussi sur les réseaux sociaux. Moi, ça fait longtemps que je ne partage plus ces choses-là. De temps en temps, comme je vais partager une information, mettons, aujourd'hui, je viens d'en partager d'un médecin. Et la raison pour laquelle je l'ai partagé, c'est juste parce que moi, j'ai une contravention que je dois aller fighter pour non-port du masque supposément dans une manif. Là. Je ne veux pas commenter ça ici. Et je ne suis pas le seul. Et je sais que si on a à aller défendre ça, on va avoir besoin des outils. Alors, j'ai fait un post pour donner des outils aux gens qui veulent savoir quoi dire. Je ne le dis pas en tant que tel, mais je fais un post d'un médecin qui dit que le port du masque, c'est pas scientifique du tout. Mais autre que ça, moi, je ne repartage jamais les choses, les points de presse, ces choses-là. Donc, il faut reprogrammer votre paradigme. Ceux qui sont conscients de ce qui se passe, de l'arnaque, du mensonge, c'est beau. Vous l'avez compris. Cessez de focusser dessus parce que vous allez continuer de le manifester. Faites un 90 degrés, tournez-vous dans la direction où vous voulez aller.
La loi de l'attraction, ce à quoi on pense tend à se manifester. Donc, pensez au positif, arrêtez de penser à ça. Allez vous promener dans la nature. Je fais des marches de temps en temps. Lucie Mandeville en fait beaucoup plus souvent que moi aussi. Chapeau, moi, je n'ai pas le temps d'en faire autant. Donc, reconnectez-vous avec la source. Cessez d'y penser. Moi, je vis normalement depuis 1 an. Je vis normalement. Jamais mis un masque une fois. Et puis, parce que je manifeste la 5D. Moi, je manifeste le monde que je veux. Puis, c'est juste ça. C'est juste reprogrammer ton paradigme. Arrêtez de focuser sur, tu sais, on dit que quand tu conduis, il ne faut pas que tu regardes l'arbre parce que tu vas rentrer dedans. C'est la même chose dans la vie. Arrêtez de regarder l'obstacle, focuser vers où vous voulez aller et manifester. C'est également pour ça que Sylvie et moi, on a décidé de se revirer de bord et faire des projets de téléweb qui vont aller sur la téléweb. Il y a plein de téléweb qui vont naître bientôt parce que nous autres, on a décidé de focuser sur rebâtir l'avenir. Une nouvelle industrie. On a été tellement rejetés, moi, j'étais tellement rejeté par l'industrie cinématographique de Montréal. Sylvie, elle n'a pas aimé son expérience à la fin. Le milieu est en train de devenir. C'est pas un beau milieu. C'est vraiment pas un beau milieu. Donc, nous, on va peut-être être les précurseurs d'un nouveau milieu plus sain qui va renaître. Parce que c'est ça. On a décidé de bâtir un nouveau monde. On ne focus plus sur l'ancien. C'est fini. Regarde, j'en veux pas. On nous offre une proposition. Elle vous déplaît. Balayez-la de la main. Puis, créez le monde que vous voulez. Ouais. C'est ça mon conseil. Ben, écoute, super. Merci beaucoup, Sylvain. Je ne sais pas, est-ce que c'est trop tôt pour parler du projet que tu as avec Sylvie? Sinon, non, mais je pensais qu'elle en avait peut-être parlé. Non, on peut en glisser un petit peu. Oui, si tu veux. D'ailleurs, les gens vont commencer à le voir. Là, on a écrit, Sylvie et moi, on a écrit. Je l'ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est toujours bon de pouvoir faire un petit peu la promotion de tout ça. Sylvie et moi, on a décidé d'écrire une série humoristique. Il va y avoir aussi probablement éventuellement un talk show. Au départ, on travaillait sur le talk show, mais on l'a mis de côté pour écrire une série web, des capsules à peu près 8 minutes. On a travaillé, c'est 3 mois et demi qu'on travaille là-dessus à l'écriture de ça. Ça a l'air de rien, là, mais c'est beaucoup d'ouvrages. C'est scripté, c'est rescripté, c'est retravaillé, c'est révisé. Et je vous dirais qu'à la fin, là, les capsules de 8 minutes que vous allez voir, il va y avoir à peu près 30 et 40 heures d'ouvrage. Il y a à peu près 10 heures d'ouvrage d'écriture par épisode en ce moment. Et il va y avoir au moins 10 heures de tournage par épisode. Ben, au moins, à peu près. Et il peut y avoir facilement 20 heures de montage. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est une série web qu'on a décidé d'appeler Callback, malgré que c'est un terme anglophone. Callback, ça signifie quand tu es. En passant dans la série, Sylvie et moi, on joue nous-mêmes. Donc, on est des artistes. Moi, je suis Sylvain, l'acteur wannabe qui n'a pas de carrière, okay, que tout le monde rejette. Sylvie, c'est la has-been, l'actrice qui est connue, qui a eu une belle carrière, mais qui ne veut plus rien savoir du milieu parce qu'elle n'aime pas le milieu. Donc, on est vraiment nous-mêmes et il y a plein de mises en contexte par rapport à ça. Et c'est très, très, très drôle. Nous, on n'est pas capable de lire un épisode sans rire à chaudes larmes. On espère que vous allez aimer ça autant. Et on devrait commencer à tourner bientôt. On a fini l'écriture, on devrait commencer à tourner. On est en train de s'arranger pour commencer peut-être à tourner dans une dizaine de jours, 2 semaines. On va probablement tourner tout l'été. On s'attend à avoir peut-être 25 jours de tournage pour tous ces épisodes-là. Et puis, après ça, il va falloir faire le montage. Et on s'attend à ce que ça sorte à l'automne, à la rentrée, probablement sur une plateforme, une téléweb qu'on n'a pas choisi encore. En fait, ça, c'est pas finalisé à ce niveau-là. OK. Mais, et on va demander, j'en profite pour dire ça, on va demander aux gens, on t'avait de sortir des capsules là, pour promouvoir ça. On va demander l'entraide des gens. Parce qu'au départ, on pensait faire de quoi de bien, bien simple, là. Mais on s'est rendu compte que ça n'a aucun bon sens. On va avoir 6 mois de travail là-dedans. Et on ne peut pas donner ça. Il y a trop d'ouvrages. Vraiment, ça n'a aucun bon sens. Moi, ça m'empêchait de travailler. Donc, on va demander aux gens, on va faire de socio-financement. Donc, les gens qui nous aiment, Sylvie et moi, qui nous suivent, pas pas nécessaire là, de vider votre compte de banque. Là. Mais il y a des campagnes qui vont sortir bientôt. Là. On travaille là-dessus. Là. Des petits dons, 5, 10, 20 $, 50 plus si vous vous sentez généreux. C'est l'avenir. Hein? Si vous ne voulez plus voir ce qu'il y a à la télévision, là, toujours les mêmes messages subliminaux qu'on vous envoie, là, la pensée unique, là, c'est de voir des acteurs ou des projets
il parle d'autre chose. Ça va être sur le web. Fait, quand tu prends le câble, vous sauvez 80 à 100 pièces par mois. Ben, ça vous donne 100 pièces par mois pour encourager des nouveaux projets comme ça. Et si Sylvie et moi, on peut avoir votre support, ça va nous aider. Et comme je disais tantôt, on est le début d'un mouvement, on pense. Et chaque petit don, quand ça viendra le temps, quand vous allez voir passer nos vidéos avec des dons PayPal, des transferts de fonds, là, on va apprécier énormément. Ça va nous permettre d'aller chercher l'équipe technique. Parce que Sylvie et moi, on travaille gratuitement. C'est notre bébé, c'est pas pareil. Mais on va avoir besoin de gens techniques. Puis si on va avoir des bonnes personnes, il va pouvoir les payer. Et il va y avoir plein de choses qui vont arriver, louer de l'équipement, etc. Donc, on va avoir... on ne filme pas ça avec un iPhone. Là. On filme ça, c'est trop. Donc, ça peut facilement nous coûter plusieurs milliers de dollars juste en production. Puis là, on n'a pas commencé à payer les gens encore. Donc, voilà. OK, bon, ben, écoute, super. Quand tu auras plus de détails, tu me les partageras. Puis ça me fait plaisir de partager ça aussi de mon côté. Merci. Super. Ben, merci beaucoup, Sylvain, pour cette entrevue-là. T'es un ange. C'est la troisième fois qu'on se parle. Les gens ne savent pas ça, mais on devait faire notre capsule hier. Ça va fonctionner. On a eu la chance de jaser beaucoup pareil. C'est vraiment un plaisir. Merci, Stacy, d'avoir pensé à moi. Je pense que le 13e fantastique, c'est toi. Ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que c'est naturel, ça a cliqué. Puis, en tout cas, c'est comme puis j'aime tu t'en sers d'ailleurs à la fin de chacun de tes textes. Nous avons gagné. Oui, c'est ça. Nous avons gagné. Bon, ben, ça va être le mot de la fin. Merci, Sylvain. Merci. Au revoir. Ouais.